c'est l'astre le plus lisse de notre système solaire. Si on le mettait à l'échelle d'une boule de billard, elle serait plus lisse. La vie est apparue sur notre planète bien avant qu'on croyait. Europe contiendrait 2 à 3 fois plus d'eau que sur Terre. Mars, ce serait pas de la vie, ce serait de la survie. Si on était capable de terraformer une autre planète, de toute façon, on serait capable de régler tous les problèmes. C'est cool, mais ça reste de la science-fiction. L'intérêt de l'espace, les connaissances qu'on a aujourd'hui vient de la guerre froide. Sans ça, on n'aurait jamais mis le pied sur la Lune, ou en tout cas, on l'aurait peut-être pas encore mis. Moi, j'ai vu des mecs cuire un poulet juste en lui mettant des tartes. C'est tout pour nous. Et salut à toutes et à tous, c'est Joyeux Noël JB. Joyeux Noël mon vieux. Ça va ? Bah super, trop content d'être là comme d'hab, avec toi. On va parler d'astronomie. En plus d'astronomie, on va parler d'une lune gelée. Pour cet épisode, une lune qui s'appelle Europe. Ouais, rien à voir avec le continent ou l'Union Européenne. On va parler d'Europe qui fait partie des lunes gelées du système solaire. Il y en a plusieurs. On va un peu en parler dans cet épisode-là, mais Europe est l'une des plus intéressante. C'est ça, on vous dira pourquoi. Ça a notamment un rapport avec la vie. Ouais, la vie potentielle en dehors de la Terre. Pas besoin, pas besoin d'aller à des centaines d'années-lumière pour trouver de la vie autre part, et pas besoin de penser aux films de science-fiction. Effectivement, on va parler de la vie dans le système solaire. Pas la vie telle qu'on se l'imagine, mais ça voilà, on va rentrer dans le détail, on va un peu parler de la Terre aussi au début, on va parler de plein de choses, comme d'habitude. Ouais. Et la dernière fois, on avait parlé de Saturne. Ouais, et puis des lunes aussi, dont Encelade, qui fait beaucoup écho à Europe. Ouais. Et bah écoute, je te propose qu'on y aille, JB. Carrément. Bah bienvenue dans l'épisode 4 du podcast d'Expansion. Allons-y. Alors, nous sommes en Antarctique aujourd'hui. L'Antarctique que vous connaissez très bien, qui est un des 7 continents. Les manchots. Les pingouins. Oui, alors voilà, c'est en Antarctique. Censé connaître, d'après JB, donc je sais pas. Ouais, mais moi, mais bon, voilà, les manchots, pas les pingouins. Donc au sud. J'avais toujours un petit pourcentage, comme quoi on sait jamais, tu vois. Bah, non, mais c'est normal. L'Antarctique, il fait 14 millions de kilomètres carrés. C'est l'endroit le plus froid sur Terre. Et ça, on y reviendra plus à la fin de l'épisode. Des endroits appartiennent à certains pays, uniquement pour, globalement pour des expériences scientifiques. Appartient, c'est un grand mot, mais pour les recherches, que ce soit pour prélever des carottes, glaciaires, et pour essayer de remonter dans le temps et s'approcher le plus possible du permafrost, il y a des équipes scientifiques franco-françaises, soit dont la France, il y a l'Argentine, ou de différents pays aussi, la Nouvelle-Zélande aussi. Ouais. Et donc il y a certains pays qui ont pu revendiquer avec la signature d'un traité en 59. C'est ça, ouais. C'est une petite partie de l'Antarctique. Et, bon, c'est pas une revendication territoriale à proprement parler. Ouais, complètement. De toute façon, il n'y a aucun intérêt d'y vivre là-bas parce que dans tous les cas, c'est ça, voilà. Pas trop possible quoi. Voilà. Mais pour les recherches, c'est quand même très intéressant comme lieu. Donc oui, voilà, il y a une certaine répartition. On s'imagine souvent l'Antarctique comme un endroit où il n'y a rien, alors que justement, ça nous aide pour la conquête spatiale. Avant ça, ça nous aide à comprendre plus la Terre. Et on peut y enregistrer des températures qui vont jusqu'à moins 90 degrés. Faut amener la doudoune. Ouais. Clairement. Et encore, par rapport aux endroits les plus chauds de la planète, de notre planète, c'est pas si dangereux que ça, on va dire. Mais oui, c'est vrai. Mais l'avantage avec le froid, c'est qu'on peut toujours se couvrir. Alors qu'avec le chaud, c'est un peu plus galère, quoi. Ouais. Il nous faut de l'électricité, il nous faut des trucs et tout. Ouais. Alors qu'en vrai, on peut peut-être plus se débrouiller, même si le froid fait un peu plus mal, entre guillemets, on peut plus se débrouiller avec le froid qu'avec le chaud. Australie, et puis le désert en Iran aussi, on est parlé dans l'épisode 2, quand on avait parlé de Vénus. Tout ça, c'est avec des températures qui atteignent les 60 degrés sur Terre, évidemment. Ça change des 400 degrés de Vénus, mais c'est quand même 60 degrés. C'est ça, oui. 60 degrés, on peut faire cuire un œuf. On peut faire cuire un œuf. Sur une voiture, comme ça. Ouais. Moi, j'ai vu des mecs, total aparté, grâce à la force mécanique, cuire un poulet juste en lui mettant des tartes. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Voilà. Ouais. Il lui a fallu, mais je sais pas combien. Au final, le truc était pas trop cuit. Et tu le manges pas. Mais ça avait partiellement marché. Comme quoi, quand on tape. Parfois il y a des résultats. Allez, c'est Noël. Expansion, le podcast cancel quoi. Je pense qu'on sera tous les deux les tontons un peu borderline sur ce podcast. Il y a moyen. Mais voilà, un peu pour l'Antarctique. On va quitter la Terre, décoller. Comme d'habitude, on commence un peu à parler de la Terre. On va décoller et aller très très loin, moins loin que la dernière fois, parce que la dernière fois on était sur Saturne. C'est ça. Mais avant Saturne, il y a Jupiter. Qui est la plus grosse planète
notre système solaire. On va pas revenir sur les géantes de gaz, il y a un épisode qui est dédié, le dernier épisode est carrément dédié là-dessus. On parle principalement de Saturne, mais aussi on parle pas mal de Jupiter aussi. C'est notre bouclier gravitationnel. C'est notre complètement, qu'on voit ici d'ailleurs. La petite ombre qu'on voit. C'est quoi cette ombre? C'est quoi cette ombre? Pas encore. On prend notre temps. Mais oui, un bouclier pour la Terre, grâce à sa masse, a pu empêcher des corps célestes de venir percuter notre planète. Et sert de bouclier à la Terre, qui a fait que la Terre a pu accueillir la vie et a pu nous éviter des cataclysmes comme il y a 65 millions d'années avec les dinosaures. En tout cas, ça a pu aider. Enfin, voilà, ça a pu aider. Ça a diminué. Ça a diminué. Donc Jupiter, qui est à 800 millions de kilomètres de notre planète bleue, qui se trouve derrière la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire. On en parlait un peu la dernière fois. Donc je rappelle, dans l'ordre, ça fait Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes et enfin Jupiter, qui ouvre la deuxième partie entre guillemets du système solaire. Et avec Uranus et Neptune derrière, dont on n'a pas parlé. Enfin, si on en avait parlé de Neptune, mais on avait un peu pas parlé d'Uranus, mais on avait parlé de Neptune. Mais on avait un peu parlé de Neptune. Mais parce que parlé de Neptune. Tu avais parlé de Neptune parce que c'est ta planète préférée. C'est drôle parce que Jupiter, moi, c'est ma planète préférée. Et toi, c'est Neptune, pardon. C'est vrai. Donc, pour rappel, Jupiter qui a 95 satellites. Parmi ces satellites, il y en a 4. Un dont on va parler aujourd'hui. Mais les 3 autres, déjà, il y a Io. C'est une lune volcanique. Une des lunes galiléennes de Jupiter. Alors pourquoi galiléenne? Parce que ce sont 4 lunes que Galilée a découvert en 1610. C'est ça. Io qui est un peu le contraire dans Slade. Dans Slade, on en parlait la dernière fois. On disait justement, on va revenir un peu là-dessus en parlant d'Europe, mais on disait qu'il y avait une croûte de glace qui cacherait un océan d'eau liquide et qui éjecte en fait. Oui, la vapeur d'eau. Du coup, c'est là où je dis que Io, c'est un peu le contraire dans Slade. Io est l'objet le plus actif géologiquement du système solaire. Et elle a plus de 400 volcans. Alors que c'est une lune qui reste plus petite que la Terre et tout. Donc ensuite on a Ganymède qui est la plus grosse lune du système solaire, bien plus grosse que notre lune à nous, qui est même plus grosse que la première planète du système solaire, qui est plus grosse que Mercure. Donc ça voilà, un des 3 êtres. Ensuite on reste dans les catégories des lunes, mais effectivement complètement. Mais qui reste plus grosse que la première planète du système solaire. Plus massif que. Donc encore une fois, il y a voilà, la différence entre lune et planète, on le précise encore, c'est qu'une planète orbite autour de son étoile. Alors que la Lune orbite autour d'un astre qui tourne lui-même autour d'une étoile, quoi. C'est ça. J'aurais pas mieux dit. J'y vais. C'est de la vulgarisation ou pas ça? Mais top. 100% de la vulga. C'est le but. Donc a priori, on s'en sort pas trop mal. Ouais. Ensuite, il y a Callisto, qui est comme Ganymède, Europe et Encelade, mais qui est plus moche et plus chiant. Donc ça sert à rien qu'on en parle plus que ça. Ouais, je vois. Attends, plus chiant. je dirais pas plus chiant. Il y a des choses très intéressantes à dire, évidemment. C'est, peut-être fondamentalement un peu moins intéressante qu'Europe. C'est une des 4 lunes principales de Jupiter. Une lune galiléenne principale. C'est le plus éloigné, je crois. Et d'ailleurs, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite anecdote dont tu m'avais parlé, qui est la distance entre la Terre et la Lune, qui fait qu'elle pourrait accueillir toutes les planètes du système solaire. En fait, on pourrait mettre la Terre. À part la Terre. Ouais. Okay. Entre les deux, du coup. C'est ça. Voilà, c'est tout pour nous. Putain. Bon, donc voilà, ces 3 satellites galiléens. Et on va parler du sujet principal, Europe, qui est une des lunes de Jupiter, une des lunes galiléennes, qui n'a rien à voir avec le continent européen. J'ai été nommé comme ça, rien à voir avec l'Union européenne et tout ça. Parce que Europe, avant d'être un nom de continent, c'est aussi une figure mythologique. Comme on a tendance à nommer les lunes, les planètes, les astres. Comme le sont les 3 cas, il y a Io, Ganymède. Après, il y a une différence entre les dieux grecs et les dieux romains, qui sont inspirés des dieux grecs. Donc, j'imagine que ça passe. Mais Mars. C'est pas la Terre qu'on surnomme Gaïa, où il y a un rapport entre Gaïa et la Terre? C'est ça. Dans la mythologie grecque, c'est donc la déesse, une des déesses primordiales, et donc qui représente la Terre. Et donc qui avait un espèce de mari, et je dis un espèce de parce que la relation entre les deux était assez conflictuelle. C'est-à-dire que Ouranos, qui représentait le ciel, les étoiles, etc., venait se coucher à la tombée de chaque nuit sur Gaïa pour lui faire des enfants. Ses enfants ont décidé, parce que Gaïa souffrait, parce que ses enfants étaient comprimés sur la Terre, sur Gaïa, et ce qui la faisait souffrir, un soir, quand Ouranos se posait encore une fois sur Gaïa, pour engendrer des enfants qu'il détestait d'ailleurs, ils ont décidé de lui couper le sexe. Ce qui l'a fait reculer. C'est pour ça aussi que Ouranos, qui était couché sur la Terre,
est devenu le dieu du ciel, des étoiles, et donc c'est séparé de la Terre. C'est pour ça que le ciel est au-dessus de nous et pas couché sur nous, d'après la mythologie grecque. On pourrait faire un épisode complet sur chaque astre, sur l'histoire de leur nom, de leur nom d'astre, ça serait expansion. Mais tu sais, écrit un peu en grec ancien. C'est la mythologie. Ah ouais, en police papyrus, comme Avatar. Mais du coup, voilà, et là, on va parler de Europe, une des lunes gelées du système solaire, et une des lunes gelées de Jupiter, hein, parce que du coup, Ganymède et Callisto sont un petit peu pareils sur certains points, qui a une esthétique assez spéciale. Pour ceux qui ont la version vidéo, on le voit sur l'écran. Ouais. Certaines très striées. Donc en fait, ça c'est dû au mouvement de ces plaques de glace, que, comme tu disais, hein, c'est très strié, provoque des crevasses et provoque cette esthétique un peu qui fait que Europe a l'air d'être un peu balafrée. Et pourtant, petite anecdote, quand on voit l'esthétique d'Europe, c'est pas du tout la chose qui nous viendrait à l'idée, mais c'est l'astre le plus lisse de notre système solaire. Ouais. Et si on le mettait à l'échelle d'une boule de billard, elle serait plus lisse qu'une boule de billard. Je trouve une anecdote folle. Non, c'est vrai. Ouais. C'est assez dingue. Alors que franchement, quand on voit ça, on s'en doute pas une seule seconde, quoi. C'est vrai que tu parlais d'Io tout à l'heure et son activité volcanique en surface. Justement, qui fait que c'est très très montagneux, effectivement, beaucoup de cratères et tout. Et là, oui, c'est vrai que malgré ces stries qui sont donc des crevasses créées par les mouvements de force donc entre Europe et sa planète Jupiter, autour de laquelle elle orbite. Il y a des forces de marée, évidemment. C'est vrai que ça peut paraître assez dingue, cette esthétique. Et donc Europe qui fait approximativement la taille de notre Lune. Et puis Jupiter est assez énorme. En plus du fait qu'elle est très loin du Soleil. En plus de ça, elle passe énormément de temps à l'ombre, ce qui fait qu'elle n'a pas forcément le temps de se réchauffer. Et sur Europe, les températures peuvent atteindre les moins 160 degrés. Ce qui est extrêmement différent de l'Antarctique, on en parlait tout à l'heure, parce que donc sa surface elle est composée de glace et de chlorure de sodium. Et le chlorure de sodium, c'est du sel de table. Et tandis que les atomes d'hydrogène s'évadent, les molécules d'oxygène s'accumulent dans son atmosphère. L'atmosphère qui est très fine. Oui. Elle a une atmosphère. Vous en a parlé. Elle est à peu près aussi grande que notre Lune à nous. Donc c'est une atmosphère qui est très fine, étant donné que la masse de cette Lune n'est pas suffisante pour tenir une atmosphère très épaisse. Et donc voilà, c'est un peu la composition chimique d'Europe. Donc moins dangereux que ce qu'on a pu voir dans les épisodes précédents, que ce soit sur les planètes telluriques comme Vénus ou voire d'autres lunes. Je crois qu'on avait parlé brièvement de Titan aussi. Ouais. Donc pas mal mais pas ouf. Oui, puis pour nous, je veux dire. Vraiment sur les étendues gelées d'Europe, il y a par de la glace, il n'y a pas grand chose. C'est ça. Et c'est là où on entre dans le vif du sujet. Parce que ce qu'il y a en dessous, c'est de la glace. Ouais. Et sous quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur de glace, se cacherait un océan liquide d'eau salée, pouvant aller jusqu'à 100 km de profondeur, qui est 10 fois plus profond que l'océan Pacifique quand même. Oui. Et du coup, la quantité d'eau liquide qu'il y aurait sur Europe, qui fait que Europe contiendrait 2 à 3 fois plus d'eau que sur Terre. On avait parlé d'un graphique tous les deux là, tu sais, c'est un truc qui s'est ressorti. Des images qui prélèvent toute l'eau de la Terre, et ensuite ce qui fait une petite boule qui est à peu près de la taille, je sais pas moi, d'un État. Et ensuite tu prends une boule encore plus petite qui constitue l'eau des lacs, etc. Voilà. Et une encore plus petite qui constitue l'eau potable. Et qui fait du coup même pas la taille d'un petit pays. Et donc quand tu vois ça à l'échelle de notre planète, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Ça te fait un peu réfléchir. Ça laisse songeur. Mais du coup, oui, il y aurait de l'eau liquide sur Europe, alors qu'on est extrêmement loin du Soleil. C'est ça. On est sur une surface qui va jusqu'à moins 160 degrés. Et comme tu l'avais rappelé, elle passe la moitié de son temps derrière Jupiter. Et en plus derrière Jupiter, donc dans l'ombre, c'est-à-dire qu'elle a même pas la lumière du Soleil pour partiellement se réchauffer. Entre elle et son étoile, donc et le Soleil. Ouais. D'ailleurs, avant de reparler de l'eau, je repensais à ça, l'orbite quasi circulaire qu'elle a autour de Jupiter. C'est pensé, on a des astres qui ont des rotations verrouillées, que ce soit autour de leur Soleil ou alors autour de leur planète, s'il s'agit de Lune, qui vont avoir des rotations verrouillées. Ouais, ce qu'on appelle des rotations synchrones. Des rotations synchrones, qui fait qu'il y a toujours une partie qui va, en ce qui concerne une planète, qui va être exposée au Soleil, et une partie qui va toujours être exposée à l'ombre. Donc on peut avoir une différence de température complètement dingue. Et d'ailleurs... Ça dépend parfois, en fait, quand l'atmosphère est suffisamment dense, la partie qui est évidemment toujours présentée à son étoile, est beaucoup plus chaude,
mais pas autant qu'on pourrait le croire par rapport à sa partie sa face qui n'est jamais présentée à son étoile. C'est le cas pour Kepler par exemple. Il y a combien d'années-lumière d'ailleurs Kepler? Bonne question. Grosse colle. Qui colle de Noël. On en parlera peut-être la prochaine fois. Ouais, sur les exoplanètes, ça pourrait être très intéressant. On va parler de beaucoup de choses. On va quitter le système solaire. Et donc elle est en rotation synchrone, et donc elle présente toujours la même face à son étoile. Donc du coup, entre les deux, il doit y avoir s'il fait trop chaud d'un côté et trop froid de l'autre, entre les deux, il y a un côté qui est plus tempéré. Ouais, une zone un peu plus tempérée, ouais. Et Europe, en tant que lune de Jupiter, a affaire à un astre immense, comparé à une lune aussi petite par rapport à Jupiter qu'Europe, parce que, encore une fois, ça fait la taille de notre lune, et qui est une lune de la plus grosse planète du système solaire. Donc il y a des forces de marée qui sont énormes. La force de marée, on en a déjà parlé. Donc l'attraction gravitationnelle, c'est une interaction avant tout. C'est-à-dire que par exemple entre notre planète et la Lune ne fait pas que être en rotation autour de la Terre. La Terre est aussi prise dans cette interaction. Évidemment, elle a beaucoup moins notre planète Terre est beaucoup plus massive que la Lune. Donc c'est la Lune qui est en rotation autour de la Terre et pas l'inverse. Mais il y a quand même une incidence sur son elliptique qui fait que les marées, par exemple, qu'on a chez nous, sont influencées en fait par l'interaction gravitationnelle qu'il y a entre la Terre et la Lune. Et c'est pareil entre Europe et Jupiter, où on a en fait cette masse énorme qu'on voit à l'écran en ce moment, et qui entraîne des effets de force de marée, tels que il pourrait y avoir une activité géothermique forte sur Europe, qui fait que Europe est un petit peu étirée par la force gravitationnelle de Jupiter, et ce qui entraînerait une activité géologique et un océan liquide entre sa croûte terrestre et la couche de glace qu'on voit maintenant à l'écran. Et d'ailleurs, du coup, cette activité géothermique qui provoque aussi des monts hydrothermaux, comme on peut retrouver sur Terre, qui ont plein de noms. On les appelle aussi des fumeurs noirs, qui sont le résultat de l'activité sismique de notre planète. Sans forcément parler de la Lune, parce que ça dépend aussi de l'activité de la Lune ou de la planète en elle-même. Mais on a des cheminées hydrothermales, et des cheminées hydrothermales donc sous-marines qui peuvent attirer des formes de vie. Mais avant de parler de ces formes de vie qui peuvent vivre à côté de ces monts hydrothermaux, on sait que plus tard, le Soleil va grossir de plus en plus, va devenir une géante rouge. Qui fera beaucoup plus chaud, et on peut imaginer des satellites comme Enstad ou Europe complètement recouverts d'eau liquide. Pendant un temps, effectivement, ouais. Après, ça serait pas assez pour accueillir de la vie complexe comme on l'a pu. Après, sur plusieurs découvertes scientifiques successives, on a découvert que la vie est apparue sur notre planète bien avant qu'on le croyait. Donc, évidemment, pas des formes de vie complexes. On parle de vie bactérienne, primaire. Parfois, comme on le verra peut-être sur Europe, des formes de vie qui vivent près de la chaleur, des cheminées hydrothermales, forme de vie qu'on appelle extrémophile. Oui, il peut justement faire beaucoup plus chaud que ce qu'on pense, pas même des températures chaudes, même pas décentes en fait, enfin en tout cas pour l'humain. Sur Terre, on sait qu'à côté des monts hydrothermaux, il y a des organismes vivants qui peuvent y proliférer, qui sont du coup, ça se passe des dizaines de kilomètres sous profondeur, donc du coup ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil pour vivre. C'est ça, pas de photosynthèse. Pas de photosynthèse, mais du coup on parle plus de chimiosynthèse, parce que du coup les monts hydrothermaux éjectent du sulfure d'hydrogène. On pourrait y trouver des organismes unicellulaires, donc rien à voir avec des formes de vie complexes comme on peut avoir sur Terre. Cela dit, des organismes unicellulaires peut y en avoir sur Terre. Oui, aussi voilà. Ce qu'on appelle des organismes extrémophiles, donc unicellulaires composés d'une seule cellule. Après sur Terre on en a deux grandes familles, des prokaryotes et des eucaryotes, pour les spéchimies du podcast. Là, les deux grandes familles des formes de vie unicellulaires qu'on peut trouver sur cette planète, et donc potentiellement sur Europe, et qui pourraient, donc, comme tu l'as dit, survivre, vivre, se proliférer potentiellement grâce à la chimie, et donc de ces cheminées hydrothermales. Pas avec la lumière du soleil, parce que du coup ça serait la photosynthèse, et là c'est la chimiosynthèse. C'est la chimiosynthèse, voilà. Donc, de ce qui se dégage chimiquement par ces monts hydrothermaux, ces cheminées hydrothermales. Donc on pourrait avoir
franchement, dans l'absolu, dans Oui. dans nos rêves les plus fous. C'est une supposition, ce serait mais c'est possible. Assez génial de découvrir ça. Ouais, c'est Surtout clair. dans notre système solaire. Parce que... C'est prévu en plus des missions sur Europe, mais déjà Oui. qu'on galérerait à creuser des en fait, kilomètres d'épaisseur de glace, alors Ouais. que là on parle de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais ce qui nous a aidé sur Encelade, parce qu'on a prélevé de l'eau, mais on a prélevé de l'eau grâce à une sonde qu'on a envoyée en orbite, récupérée. Cassini, elle a fini sa vie entre guillemets en passant l'atmosphère de Saturne. Qui est passé, qui a fait des prélèvements aussi sur Encelade, comme on en avait parlé. Il y a des éjections d'eau qui pourraient contenir la vie. Puis il y a des missions dans le futur qui ont pour but de faire des prélèvements encore plus aboutis, quoi. C'est ça, et on pourrait imaginer donc des missions aussi qui... Parce qu'on sait que sur Europe, c'est la même chose que sur Encelade, du coup. Ouais. Peut-être avec un peu moins donc d'activité géothermique que sur Encelade. Peut-être, ouais, effectivement. Donc moins d'éjection de matière, et donc potentiellement de matière organique. Mais on pourrait tout à fait envisager d'autres missions. Peut-être à base de rover, peut-être à base de sonde aussi, mais... Puis dans tous les cas, il n'y aurait pas de retour sur Terre, donc ça serait uniquement du travail qui serait fait sur place, et ensuite toute l'étude, tout le travail serait communiqué, synthétisé. Comme Curiosity sur Mars, en fait, un peu comme... oui, oui, complètement. Parce qu'on sait très bien que Curiosity, qui était un rover et tout. Oui, voilà, on sait très bien que tout ça, ça reviendra pas. Ou alors si ça revient, ça sera dans très très longtemps. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les différentes formes de vie, on peut en reparler un petit peu, parce qu'on en a déjà parlé un peu la dernière fois. Ouais. La différence entre l'ADN et l'ARN, justement. Parce que nous, on a une certaine vision de la vie. Nous en tant qu'humains, en tant qu'êtres terrestres, on a une certaine vision de la vie. C'est ça, oui. Les organismes terrestres, la vie terrestre vient de l'eau. En fait, elle se propage dans l'eau. L'eau chimiquement est une super liaison pour la vie, crée des organismes chimiques de plus en plus complexes. C'est comme un espèce de terreau assez fertile pour la vie. Notre vie, chimiquement, basiquement, elle est carbonée. Donc elle est à base de carbone qui comme je disais dans l'épisode précédent, est un élément assez crucial pour la vie. On pourrait imaginer aussi d'autres formes de vie, peut-être à base de silicium, qui, comme le carbone, en fait, a 4 liaisons covalentes, mais qui peuvent être moins stables pour garantir la vie. En revanche, même s'il faut s'imaginer une vie qui pourrait être totalement différente de la nôtre, une vie extraplanétaire, c'est aussi bien de formaliser la chose en se disant bon écoute, on vit dans un univers qui est régi par des lois physiques et chimiques aussi, et donc on va toujours au plus simple, on va toujours au plus stable. C'est une loi en fait physique. Peut-être que les organismes qu'on pourrait trouver ailleurs dans le système solaire ou potentiellement plus loin, serait pas forcément si éloigné que ça de nous. Bon, après c'est une hypothèse, tu vois, mais c'est oui. Voilà. C'est-à-dire qu'autant il faut s'éloigner, il faut aussi faire un exercice de pensée pour se dire peut-être que ça représente pas du tout ce qu'on est nous ou ce qu'on peut côtoyer sur cette planète, mais il faut pas non plus s'imaginer des trucs voilà. Parce que c'est vrai que on pourrait penser que c'est cette vision un peu anthropomorphiste qu'on a évidemment de la vie sur d'autres planètes. C'est mal. Il faudrait peut-être s'imaginer des trucs qui nous... en fait, peut-être même des trucs qu'on ne peut pas s'imaginer, des formes de vie intelligentes ou pas. Si tant est qu'on arrive à définir ce qu'est l'intelligence, mais qui seraient totalement aux antipodes de nous. Et étant donné que on vit dans un univers qui est régi par les mêmes lois physiques, à peu près partout, pas forcément non plus complètement dingue de s'imaginer une forme de vie qui serait pas totalement différente de nous. Parce que, tu vois, je pense aux tardigrades. Aux tardigrades. Ouais, ça. Ouais. Ils sont les marrants. Highlanders. Ils sont très très marrants, mais ils sont putain de badass quand même. Ouais. Les tardigrades, on appelle ça des oursons d'eau. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est. Et ce sont des organismes que les scientifiques apprécient beaucoup parce qu'on peut faire beaucoup de tests sur eux. Ce sont des espèces de micro-organismes. Puis ils peuvent vivre aussi bien dans le vide spatial, survivre à peu près tout, qui sont assez extrémophiles, furieux, qui sont en négatif ou en positif, et qui peuvent survivre aussi dans le vide spatial et se mettre eux-mêmes dans une forme de stase entre la vie et la mort, et se réveiller en fait quand les conditions sont plus favorables.
Oui, parce que tu parlais de vie extrémophile tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais. Et les tardigrades font justement partie de ces... Oui, de ces organismes qui peuvent déjà se mettre en stase. Il n'y en a pas beaucoup. Nous, par exemple, on n'en fait pas partie. On ne peut pas se mettre en stase. Si jamais on est tout nu en Antarctique, on ne peut pas dire bon, je fais une pause. Je reviendrai peut-être quand le climat sera un peu plus favorable. Eux, oui. Ils peuvent survivre dans le vide spatial aussi. On l'a vu. Il y a eu... des chimistes et des exobiologistes qui faisaient partie de certaines missions dans la Station Spatiale Internationale, qui ont amené des tardigrades avec eux et qui ont fait du coup toute une batterie de tests pour voir à quel point ils nous étaient supérieurs dans le sens où voilà, rien ne peut leur arriver ou quasiment, ils peuvent survivre à tout. C'est passionnant, ouais. Et donc oui, c'est là qu'on a eu la confirmation qu'ils pouvaient survivre un temps dans le vide de l'espace. Quand même assez beau comme tour de force. Hein. Ouais. Je serais même pas étonné que ça soit dans des programmes spatials de pouvoir de foutre des tardigrades sur une planète pour voir comment ils s'en sortent et tout. Alors, faudrait qu'ils survivent pendant le voyage, mais basiquement, je pense qu'on est plutôt du côté de rien laisser de vivant sur des planètes pour justement ne pas altérer ces planètes-là et leurs résultats, les résultats de par exemple si on cherche la vie sur une exoplanète ou une planète de notre système solaire, le mieux c'est de pas d'en amener avec nous avant. Donc tout est fait pour que il n'y ait pas de vie microbienne qui soit apportée avec nous, etc. Pour pas qu'on trouve la vie qu'on a nous-mêmes apportée en fait sur cette planète. Voilà, pour pas qu'on fausse les résultats. Et d'ailleurs, parce que y en a qui veulent le faire, ça, il y a des ambitions de certains milliardaires, certaines grandes entreprises qui s'imaginent des choses, qui s'imaginent aller beaucoup plus loin. Faut en penser quoi de ça? Est-ce que vraiment là, en 2025-2026, c'est le but de l'humanité de commencer à explorer, puis même commencer à coloniser les planètes? Parce que il y a toujours cette ambition d'aller sur Mars qui existe depuis déjà des dizaines d'années, qui même si c'est toujours très galère, devient quand même de plus en plus concrète entre guillemets. Notamment avec cette idée de construire des bases lunaires, parce que ce qui coûte très cher dans le décollage d'une fusée, ça va être le fuel. Oui, ce qu'on appelle le propergol, c'est qui va nous permettre de s'extraire de notre gravité. S'extraire de la gravité terrestre. Le truc, c'est que quand tu envoies des instruments de mesure, etc., du matériel qui pèse à un certain point, bah, tu es obligé du coup de mettre des dizaines de fois ce poids-là en propergol. Ouais, voilà, c'est ça. Et le fait de construire des bases lunaires et de, à terme, faire décoller des fusées, et le truc c'est que sur la Lune, quitter la gravitation lunaire, je sais pas combien de G, je sais pas la gravité elle a combien de G sur la Lune déjà. 0,2. Ouais, voilà. C'est ça. Le pif, donc du coup, il y aurait besoin d'une force mais minime comparée à celle sur Terre pour pouvoir quitter la gravité de la Lune, ce qui serait sur le long terme de l'économie, un gain d'argent et un gain de temps. Assez intéressant pour pouvoir imaginer des missions habitées vers Mars ou des choses comme ça, pour ensuite y arriver. Et je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on entend justement certaines personnes, je redis encore, certains milliardaires, certaines entreprises parler de la colonisation du système solaire, parler de la conquête de Mars et tout, qui s'imaginent habiter sur Mars, de la terraformation, même si on parle sur le long terme, mais il y a un côté un peu science-fiction dans l'imaginaire collectif quand on parle de Mars, on parle de l'humain qui arrive sur Mars. Tous ces milliardaires, finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas une... Est-ce que c'est mégalo? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'il n'y aurait pas quitte à avoir assez d'argent et assez de cerveau pour faire tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'intérêt justement? Déjà, en termes techniques, il faut savoir que tout ce concentrer sur la Terre. Ce que font ces milliardaires, ce qui est quand même, ce qui peut paraître assez impressionnant, on peut le voir pour les bas des fusées réutilisables pour SpaceX, etc. Des voyages. Oui, parce que je sous-entendais quand même quelqu'un en particulier. Oui, et puis il y a Amazon, il y a Virgin aussi. Voilà, t'as, je sais pas moi, des stars qui vont aller dans l'espace, parce que le billet coûte 250 000, 300 000 $, je crois. Et donc, qui vont pas sortir de l'attraction terrestre, mais qui vont faire un petit voyage comme ça dans l'espace. Et le tourisme jusqu'à une certaine mesure autour de la Terre, quoi. Oui, c'est ça. Et au-delà de ça, tu as la base avancée lunaire qu'on aimerait avoir, enfin que la NASA, que l'ESA aimerait avoir certainement, et qui sera certainement faisable
grâce à des entreprises, au domaine privé, mais de là à rendre en fait une planète comme Mars, qui est un peu l'objet de tous les fantasmes, parce que c'est un petit peu notre sœur jumelle aussi. On sait qu'il y a eu de l'eau avant, on sait qu'il y en aura dans le futur. Déjà, en fait, si on avait les moyens de terraformer Mars pour la rendre habitable, on aurait les moyens de terraformer la Terre. Le dérèglement climatique, ces choses-là, on de se aurait concentrer les moyens, là-dessus plutôt que... ce qu'on n'a pas les moyens de faire actuellement. À moins d'essayer de limiter notre impact au maximum. On n'a pas les moyens technologiques suffisants pour changer des énergies propres qui puissent apporter beaucoup de choses, quoi. Et donc Mars, ce serait pas de la vie, ce serait de la survie. Ouais. Parce que Mars, faut pas l'oublier, Mars elle a quand même une atmosphère très fine comparée à celle de la Terre. Pas d'oxygène. Oui, puis le fait même, supposons, de pouvoir arriver à survivre là-bas, il faudrait que notre corps et que les générations s'adaptent. C'est ça. Il y aurait sans compter les tempêtes, sans compter, voilà, il y a aussi une masse gravitationnelle qui est moindre que chez nous. Et quand tu vis trop longtemps sur une planète, ou survis trop longtemps sur une planète, à 0,38 G, et ben ton corps le ressent. C'est-à-dire que ton cœur grossit, comme le cœur de nos astronautes / spationautes grossit quand ils sont à l'intérieur de la station spatiale internationale. Il faut qu'ils fassent beaucoup de sport pour garder cette densité musculaire, la circulation sanguine, quelque chose qui soit assez optimal, même si de toute façon ils perdent. Tu les vois en fait, les astronautes, quand ils reviennent sur Terre, ils ont du mal à se tenir, à se lever. On a même des vidéos, c'est une astronaute, une vidéo assez connue, elle est devant un pupitre et puis elle s'effondre complètement, il faut la récupérer. À chaque fois ils sont en fauteuil, ils passent plusieurs jours, si c'est pas des semaines en fauteuil roulant, avant de recommencer à marcher. Il y a tout un temps de réadaptation. Il y a une procédure qui est faite pour se réadapter. Et c'est pour ça que les astronautes généralement ont quand même des physiques et un mental hors norme pour pouvoir faire les missions qu'ils font dans l'ISS. Tout le monde ne peut pas y aller, hein. On peut même être en excellente santé, être super sportif et tout. Si on a des antécédents, si même nos parents ont des antécédents, ça joue aussi dans les dossiers, choses comme ça. Enfin, je pense qu'il y a une encore, étude. c'est moins, les dossiers. La condition physique est moins prégnante qu'avant, qu'elle l'a été. T'as des gens qui peuvent par exemple avoir des problèmes de vue ou quelques problèmes musculaires ou quoi, qui peuvent prétendre à être astronaute, parce que d'accord. Je savais pas que c'est juste un peu ouvert là-dessus. Tu deviens astronaute, mais soit t'es pilote, ingénieur, t'es chimiste, exobiologiste, etc. Donc c'est comme un deuxième métier entre guillemets. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. En général, ce sont des scientifiques évidemment qui vont là-bas. Mais ouais, il faut avoir quand même une condition assez saine, pas être malade surtout. C'est ça qu'on vérifie souvent. C'est pas avoir t'es malade dans l'ISS, qu'un rhume, quel enfer. voilà, mais rien ramener dans l'ISS, pas contaminer les autres. Mais oui, on peut s'imaginer une espèce de colonisation de Mars avec une vie à demi souterraine à peu près, parce qu'il y a aussi beaucoup de tempêtes sur Mars, des tempêtes assez violentes. Mais au bout d'un moment, à 0,38 G, c'est la station de l'espace à Toulouse, où tu peux soulever tes parents, etc. quand t'es jeune, quand tu peux les soulever sur la Lune, etc. avec des systèmes de poulies. En fait. C'est sympa ça. Et donc c'est assez cool parce que tu peux soulever quelqu'un de 80 kilos alors que. Mais ça pourrait être marrant, mais à terme, tout petit. Mais le truc c'est qu'à terme, ça aura un impact sur notre santé, notre physique, sur notre densité musculaire, sur notre densité osseuse, sur notre colonne vertébrale, sur le grossissement de notre cœur, qui pour pomper un peu plus de sang vers le cerveau est obligé donc de grossir pour pallier au manque de G. Donc il y a tout ça en fait qui rentre en compte. Et puis la colonisation de l'espace, finalement, ça va au-delà du prix, au-delà du voyage. Ça va aussi sur notre capacité à s'adapter à l'astre qu'on va visiter ou sur lequel, entre guillemets, on voudrait habiter sur le long terme, en tout cas dans assez longtemps. C'est pour ça que tu as des rêves qui peuvent quand même paraître, qui peuvent te mettre plein d'étoiles dans les yeux, mais qui peuvent quand même paraître assez mégalos, notamment politique aussi. Et politique aussi, oui, parce que on n'a pas foutu les pieds sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle. C'est drôle que tu parles de ça parce que du coup on l'a foutu pour certaines raisons, et c'est des raisons essentiellement politiques. Sans ça, on n'aurait jamais mis le pied sur la Lune, ou en tout cas on l'aurait peut-être pas encore mis, peut-être qu'à terme on l'aurait mis, mais
En tout cas, l'intérêt de l'espace, les connaissances qu'on a aujourd'hui vient de la guerre froide. Et maintenant, la Chine veut aussi aller sur la Lune. La Chine veut aller sur la Lune, la Russie, la France veut y aller, les États-Unis veulent y retourner. Et donc les Américains aussi, qui se réveillent justement par la politique, par la géopolitique, le fait de dire voilà, on va y retourner. Et donc pour les missions Artemis, Artemis, c'est vrai. Artemis qui était la sœur d'Apollo. Ah, on rentre dedans. Donc les missions Apollo et Artemis, il y a un certain romantisme là-dedans qui est quand même assez cool. Et donc voilà, coloniser une planète dans notre système solaire, pourquoi pas, ça fait rêver tout le monde. Maintenant, il faut quand même se dire que il faut chérir ce qu'on a ici. C'est notre planète bleue. C'est de préserver ou de l'arranger en tout cas. Et que si on était capable de terraformer une autre planète, de toute façon, on serait capable de régler tous les problèmes qui se passent sur cette planète, ce qu'on n'est pas encore capable de faire, ce qu'on est très loin de faire. Donc c'est cool, mais ça reste de la science-fiction, quoi, pour moi. Bah écoute, c'est sur cette très belle note qu'on va pas tarder à conclure. C'est assez intéressant aujourd'hui parce que là, ça y est, on a parlé de... Les autres épisodes sont très intéressants aussi, mais... on a parlé d'un certain sujet. La vie en dehors de la Terre, c'est quand même un certain sujet. Et voilà, il n'y a pas besoin d'imaginer des Pandora, des Tatooine ou des choses comme ça pour pouvoir, ça y est. Pour pouvoir parler de ça. Il t'en fallait une. Et deux d'un coup. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'on en a parlé sans en parler. Tu m'en parlais l'autre jour. C'est quoi, j'en ai une troisième. Et c'est toi qui m'en as parlé l'autre jour. La vie trouve toujours un chemin. Ah oui, bah oui. Ouais, évidemment. Et voilà, ça fait 3 rêves pop culture pour ce soir. Le tout en moins d'1 minute. C'est quand même fou. Et où je voulais en venir ? Oui, il n'y a pas besoin d'imaginer des planètes de science-fiction pour pouvoir imaginer la vie. La vie, ce n'est pas que l'humain. La vie, ce n'est pas que des guépards, des éléphants ou alors des lézards. C'est aussi, ou des organismes. Et bien avant d'avoir les formes qu'on a aujourd'hui, il y a des milliards d'années, c'était autre chose. Donc toute vie est finalement très intéressante à étudier, à imaginer. Et en plus dans le système solaire, c'est pour ça que c'était très intéressant, puis en plus de ça, des milliards de kilomètres de son étoile, très intéressant de parler d'Europe aujourd'hui, de la glace, des similitudes qu'il y a, que ce soit avec nos lunes, que ce soit avec les autres lunes du système solaire. Et donc voilà, et la prochaine fois, justement, on va quitter le système solaire. On va pas parler de la vie. Non. On va parler d'un sujet extraordinaire, d'une propriété physique. Et on va parler de quelque chose qui a un imaginaire incroyable, que ce soit partout, que ce soit dans l'imaginaire collectif, la pop culture, la vie de manière générale. On va parler de la vitesse de la lumière. Ouais. Ça va être très intéressant. Regard vers le passé. Le gros rêve à Star Wars, là, je pense que... là, je pense qu'on va y aller. Hein. Ouais. C'est quoi, parce qu'ils se sont chiés sur... Non, je le dirai après. Je dirai à l'épisode suivant. Garde ça pour plus tard. Sur un truc. Il y aura plein de choses à dire. Garde ça pour plus tard. Ouais. Donc voilà, on va parler de la vitesse de la lumière. On va quitter le système solaire, aller très très loin, quitter même la Voie lactée, l'Aniakea, pour ceux qui se rappellent de ce que c'est dans l'épisode 1. On va aller jusqu'au fin fond de l'univers observable. Kylian, belle fête de fin d'année. Et on se retrouve... La santé, surtout. La santé. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, il m'a plu. J'espère que ça vous a plu. Très content de faire ce podcast, toujours avec toi. Ouais, moi aussi. Et comme d'habitude, je remercie l'équipe de Capta Vidéo qui nous permet de pouvoir enregistrer ce podcast dans de super conditions. Ça a vraiment de la gueule, c'est super cool. Ouais, vraiment, avec une petite déco et tout. Pour ceux qui verront le podcast. On dit bonjour à ceux qui n'écoutent ça qu'en audio. Ouais. Mais non, en tout cas, c'est super cool. Et d'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui nous aide, notamment pour cet épisode-là. Je pense à Gabriel, je pense à Margot, je pense à Louis. On remercie beaucoup pour le travail qui est fait. Voilà, c'était comme d'habitude, c'est un minimum. Et voilà. Il s'exprime. C'est les captastronautes qui applaudissent. Et petite dédicace à Mina, elle se reconnaîtra. Oui. Voilà. Dédicace à Mina. Il faut parler aussi de Titouan qui est vraiment à fond dans le projet, que ça a intéressé dès le départ. La machine à fumer aussi, qu'on n'a pas trop vu cette fois-ci. Plus dans l'épisode 3. Parce qu'après, on va les picoler après, faut laisser le studio et tout, on va éviter de... parce qu'il faut aérer et tout, c'est chiant. Du coup, on espère que cet épisode vous a plu. Voilà. Et on vous dit à la prochaine pour parler de la vitesse de la lumière. Ouais, pour parler de la vitesse de la lumière et de Star Wars et de ce qu'ils ont bien fait ou pas. On verra. Et on nous dit qu'on doit disparaître avec la fumée. Donc on va vous dire ciao. Non mais attends parce que on est bien là en mode Dagoba. Bon, je sais pas si les ciao sont très convaincants, mais au pire on disparaît dans la fumée, c'est marrant. C'est ça, voilà. Bon et bonne année et bonne année 2026. Ça y est, moi je me suis emballé plus vite que toi en fait.
De quoi? Vous savez, moi j'étais. Pour moi c'était terminé. Ah, mais c'est ok, terminé, ok. bah, écoute, Bah non, mais bonne année. Non, mais bonne année, mon Bah, vieux. bonne année à 2026. Bonne et année à puis, 2026 pour bonne l'épisode santé. 5 et On 6. se retrouve courant janvier, début janvier pour l'épisode sur la vitesse de la lumière. Et puis bah, d'ici là, on espère que vous apprécierez les épisodes précédents. Et on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Ciao. Ciao. Rien n'est instantané, on regarde tout le temps vers le passé. 300 000 km par seconde. Encore un truc qu'on peut pas s'imaginer. Dans le vide. Une galaxie de la taille de notre Voie lactée comporte environ 300 milliards d'étoiles. Mais dans l'univers, on compterait 10 puissance 23. 10 avec 23 zéros derrière. Il suffit juste de larguer entre 400 et 600 000 bombes nucléaires. Elon Musk, il raconte des trucs qui étaient déjà faux d'avant. Dans notre ciel, on voit des étoiles à leur début, à leur naissance, alors qu'elles sont déjà mortes. Tu sais, quand t'étais au collège, t'avais un sweatshirt. Admettons que t'aies un film qui soit rentré en fait dans ta capuche. La technique pour le faire sortir, c'est de plier en fait. Le tissu du sweat représenterait l'espace-temps. Ouais, c'est ça. Une année-lumière, c'est une unité de temps. C'est une blague. Je t'ai C'est vraiment, c'est genre, dis pas ça, dis pas ça, il le dit. Et il a dit.